Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et Florian Dai. Et cette semaine, donc, comme d'habitude, nous allons parler un petit peu de l'actualité de la radio, vous parler des concours, vous les rappeler, mais aussi répondre à vos questions. Voilà, donc on va commencer pour la radio, l'actualité de la radio. Il me semble qu'il n'y ait pas d'annonce particulière aujourd'hui à faire. Je rappelais, comme la semaine dernière, un petit peu, on rappelait qu'il y avait une série quand même de décryptage en ce moment spécifique pour le bilan de Tsai Ing-wen. Je trouvais ça important de le rappeler quand même. Et rappeler aussi qu'on a une série en ce moment sur le bambou, hein, sur le congrès mondial du bambou. Voilà, où c'est rendu ça. Donc il y a beaucoup d'épisodes. Enfin, il y en a plusieurs qui sont déjà sortis et d'autres à venir encore. Oui. Et d'ailleurs, je voulais rappeler qu'en lien avec ça, il y a aussi des séries de vidéos à regarder et qui sont très intéressantes. Donc voilà, c'est un peu ça l'actualité de la radio, en tout cas du service francophone de la radio. C'est juste un petit rappel, hein, si vous voulez aller plus dans le détail, vous avez bien sûr Facebook ou le site de la radio pour avoir plus d'informations sur ces émissions spéciales en cours, sachant que bien sûr, il y a l'investiture qui arrive ce 20 mai. Voilà, oui, bien sûr. Ce sera l'actualité de Taïwan, l'événement du mois, disons. Exactement. Donc voilà pour les actualités d'ici. Sinon, on vous rappelle aussi les concours. Donc d'abord le concours trimestriel que vous connaissez déjà. On a eu plusieurs réponses, pas toutes justes. Donc vérifiez ce que vous avez envoyé si vous n'êtes pas sûr. La question c'était quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon? Et donc, en cadeau, il y a des petites crevettes réalisées avec des pailles en plastique, donc des pailles de boisson, qui ont été trouvées par Tiffen. Et il y en a 6 à gagner. On peut rappeler que c'est un crustacé largement consommé, pour peut-être donner un indice supplémentaire à nos auditeurs à ce stade du concours. Et s'il y a le mot dragon dedans, c'est parce qu'il a un peu une tête de dragon. Voilà. Oh. Quelques indices comme ça donnés. Un crustacé largement consommé, pas seulement à Taïwan, qui a une tête de dragon. Voilà, faites encore vos recherches un peu plus. Et puis peut-être qu'on retrouvera vos réponses dans les emails dans les jours à venir. Et n'hésitez pas aussi à nous partager vos méthodes de recherche, à nous dire comment est-ce que vous avez été trouver les différents mots, comment vous avez fait les recherches en chinois. Voilà. Exactement. Ça nous intéresse aussi. Voilà. Et alors pour le concours du mois de mai, hein, qui est déjà bien avancé maintenant, c'est en relation avec les Jeux Olympiques. On vous demande quel athlète du Taipei chinois a annoncé vouloir prendre sa retraite sportive après les JO de Paris. Alors, je précise, il y en a plusieurs qui ont annoncé ce genre de choses, mais hélas, la personne qu'on recherche est en lien avec le cadeau de ce concours, puisque c'est un porte-clés en forme de volant de badminton. Et il y aura 4 gagnants pour ce concours. Voilà, il y a déjà eu plusieurs réponses aussi, pas forcément des bonnes réponses, puisque ça peut être plusieurs athlètes qui ont fait cette annonce, mais là on parle d'un athlète en lien avec le cadeau, le badminton. Là j'ai déjà donné beaucoup d'indices. Voilà, oui, donc ça devrait pas être très difficile à trouver. C'est une personne qui est vraiment très connue à Taïwan. Voilà, emblème très forte du mouvement sportif taïwanais et très reconnue aussi dans tout ce qui est publicité, par ailleurs. Elle est beaucoup utilisée en tant qu'image. De toute façon, toutes les athlètes qui ont vraiment performé, en général, sont très utilisées. Des personnalités comme ça sont très utilisées pour les marques, ce qui peut paraître compréhensible en termes de branding, comme on dit. Voilà, en tout cas, c'est une figure importante à Taïwan. Donc, on vous demande son nom. Voilà, et donc voilà pour les concours. Ouais, On je va pense qu'on a passer fait le tour déjà. peut-être aux questions. Et je vais peut-être commencer par une question qui fait écho au courrier de courrier la de la semaine dernière, dernière. exactement, puisqu'il s'agit de mon ascension de la tour 101. Et j'expliquais en fait en quoi elle était recensée comme une des plus compliquées à faire. Et une des raisons, cela peut paraître un peu étrange, mais c'est la hauteur des marches, qui n'est pas très standard dans la tour 101, puisque la hauteur des marches est un peu plus haute que celle d'autres tours. Notamment, j'ai regardé un petit peu juste avant de faire cette émission, la hauteur des marches, par exemple,
À Paris, c'est 17 centimètres en moyenne. Bon, il y en a des plus hautes et des plus basses en fonction des étages à Paris. À la tour Lotte World en Corée du Sud qui fait 600 mètres de haut, il y a les marches font 17 centimètres aussi, par exemple. On est toujours aux alentours des 17 centimètres en moyenne. J'ai mesuré à la radio, les marches aussi font 17 centimètres. Donc il faut dire que c'est un standard généralisé qui fait 17 centimètres. Mais à la tour 101, dans les escaliers de secours, ce n'est pas 17 centimètres. Alors est-ce que tu peux essayer de deviner combien c'est? Mais je crois que j'avais vu le mail de Paul Jamet, il me semble, Oui, la question est de Paul Jamet, en effet. qui nous partageait justement ses recherches sur la hauteur des marches de différentes tours et de la tour Eiffel notamment. Oui, Et donc il me semble que c'était, je sais plus, déjà 19, quelque chose c'est comme ça, 19,06 exactement, le calcul est bon. 19,06. Alors, dans l'énoncé, Paul Jamet s'était un peu trompé, il avait parlé de 360 mètres de haut du premier étage au 91e étage, mais en fait c'est 390 mètres. Mais je pense qu'il a inversé les chiffres juste parce que le calcul était bon. Donc voilà, donc voilà, c'est 19 centimètres. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais sur 2000 marches, ça fait sa différence. Et d'ailleurs, on voit les athlètes extrêmement éprouvés, même par rapport à d'autres tours avec des hauteurs plus hautes. Ça active quand même un écart de 2 centimètres. Ça demande un effort plus prononcé au niveau de l'écart de la fente à faire pour monter. Quand on monte 2 étages, par exemple, ça fait une énorme différence. Ça fait une différence de 4 centimètres à chaque pas. Ça paraît pas énorme, mais ça fait parfois la différence entre une fente à 90 degrés et une fente bien plus prononcée. Et donc, c'est pour ça aussi que donc cette compétition, celle de la Tour 101, est quand même très réputée mondialement. Avec cette petite différence en fait. Voilà pour la réponse de ça. Il y avait aussi une autre partie qu'avait posé Paul Jamet sur le Burj Khalifa. Alors le Burj Khalifa n'a été en compétition que pendant la période de Covid et c'était une montée virtuelle du Burj Khalifa. C'était pas une montée réelle. C'est pour ça. Comment est-ce qu'on peut monter virtuellement des marches? Sur des escaliers elliptiques en fait. D'accord. Une machine en fait qui reproduit les escaliers. Et là, les marches étaient de 20 centimètres parce que ces escaliers-là sont là pour entraîner, justement. Donc il y a des écarts encore plus élevés, même s'il y a moins de profondeur que sur des escaliers standards. Les marches sont encore plus hautes pour s'entraîner encore plus. Voilà. Bon, et ben, ça fait de quoi grimper tout ça. Exactement. Alors, on va enchaîner. Après avoir marché, on va passer au vélo, justement, avec une question de Jacques Augustin qui répondait justement au partage de la famille Herman qui était venue raconter comment ils avaient fait le tour de Taïwan à vélo avec plusieurs jeunes enfants aussi. Et donc, Jacques Augustin nous demandait si le vélo est plus utilisé que les automobiles par les Taïwanais sur l'île. Alors, je pense peut-être qu'on peut déjà faire la répartition en tant que, je sais pas si vous connaissez un petit peu en termes de transport, il y a les moyennes distances, les longues distances et après les courtes distances, ce qu'on appelle la distance du dernier kilomètre aussi, c'est beaucoup utilisé de plus en plus utilisé dans la différenciation des transports. Donc, le vélo et l'automobile sont pas forcément utilisés pour les mêmes trajets, en tout cas à Taïwan, par les Taïwanais. Non, effectivement, ça arrive que le vélo soit utilisé en combinaison aussi avec le métro, par exemple, ou principalement le métro d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais deviner combien de foyers possèdent un vélo à Taïwan? Je t'avoue que j'ai pas vraiment d'idée. Je connais pas trop vraiment la pratique du vélo ou la proportion de la pratique du vélo à Taïwan par les Taïwanais en général. J'ai plus une appréciation au niveau des scooters, mais pas vraiment au niveau du vélo. C'est à peu près la moitié. 54% des foyers ont au moins un vélo et en font à peu près, enfin, au minimum une fois par an. Par contre, dans ceux qui en font plus fréquemment, à peu près une fois par semaine ou plus, c'est seulement un quart de la population. Donc, c'est pas beaucoup. Mais après, en France, c'est un tiers des ménages qui possèdent au moins un vélo adulte. Donc, c'est moins en fait. C'est beaucoup moins. Et en tout, à Taïwan, il y a environ 10 millions de vélos contre 14 millions de motos, scooters. Donc, il y a des vélos à Taïwan. Ils sont utilisés, mais pas par tout le monde et moins que les scooters. Ça fait vraiment une grande différence.
Ouais, sachant que ce que j'aime bien rappeler cette idée que à Taïwan, les vélos et les parapluies sont les deux choses les plus volées. C'est un peu similaire au Japon, je crois. C'est vrai qu'à Taïwan, on dit souvent c'est très sécuritaire, il n'y a pas besoin d'avoir peur, on peut laisser son portable sur la table dans un café, aller aux toilettes, à la bibliothèque, il n'y a aucun problème à avoir par rapport à ça. On peut oublier son portefeuille quelque part dans le métro et on va le retrouver à tous les coups avec l'argent encore dedans. Mais les vélos, par contre, là, il n'y a rien de garanti. Ouais. C'est un des objets qui peut se faire voler facilement. Et c'est vraiment considéré à la base, je crois, comme un peu par pas mal de Taïwanais comme un peu comme un bien commun. C'est pas vraiment du vol, sauf qu'on le retrouve jamais parce que c'est pris jusqu'au point final de la personne qui l'utilise. Puis après, elle le laisse là où elle l'a choisi comme destination. Enfin, on avait un stagiaire à un moment à Radio Taïwan International qui avait eu ce souci-là. Il avait retrouvé, en fait, c'est une personne ivre qui prenait son vélo à chaque fois et qui terminait plus loin, sauf que au bout de 3 fois, on n'a pas su où il avait terminé parce que les caméras de surveillance ne faisaient pas le suivi jusqu'au bout. Mais les 2 premières fois, il est allé au même endroit et avec les caméras de surveillance, on avait pu retracer la personne. Et c'est souvent des petites histoires de ce genre. C'est pas forcément toujours le même schéma, mais il y a souvent des histoires de ce genre qui se passent avec les vélos. Il me semble que Lisa s'était aussi fait voler un vélo ou deux déjà assez récemment. Oui, oui, j'ai entendu dire ça aussi. Ouais. J'ai pas trop suivi l'histoire personnellement, mais c'est vrai que c'est fréquent quand même pour les vélos. C'est étrange puisque c'est vraiment des objets spécifiques du quotidien des Taïwanais qui font l'objet de vols. Ouais. Donc voilà, après, parmi tous les vélos, donc il y a environ 10 millions de vélos à Taïwan, 460 000 vélos électriques et 140 000 vélos à assistance électrique. Donc où il faut quand même pédaler et le vélo aide. En France, il y a environ 16 millions de vélos, dont 50% de vélos de route ou de ville, presque la moitié aussi de VTT et 3,2% de vélos électriques. Donc on voit, c'est surtout, ou presque la moitié des vélos sont utilisés pour une pratique sportive. Et à Taïwan aussi, 42% des utilisateurs qui font du vélo au moins une fois par mois, disons, le font pour du sport. Et puis il y a environ un tiers où c'est pour une activité personnelle, pour les loisirs. Et près de 20% comme moyen de transport. 20% comme moyen de transport. Voilà. D'accord. Voilà un petit peu pour la pratique du vélo à Taïwan. Et donc, ouais, on disait par rapport à la voiture, c'est énorme ou... Alors, la voiture, il y a à peu près 8 millions de voitures, il me semble. Donc, c'est moins que des vélos. Et les voitures... Mais après, c'est pas utilisé du tout au même endroit parce que les vélos sont surtout utilisés en ville ou à la campagne, mais sur les zones plates. Par exemple, du côté de Taidong, il y a très peu de gens qui ont des vélos parce que c'est très, très montagneux tout de suite. Et en revanche, les voitures sont beaucoup plus utilisées à la campagne. Donc, c'est pas les mêmes utilisateurs et les mêmes utilisations en général, je pense. Oui, oui. Et c'est vrai qu'aussi, mais après, il y a toujours ce chaînon manquant qu'il n'y a pas trop forcément en France, qui est le scooter, qui est un peu entre les deux, puisque le scooter, en général, on va pas faire de très longues distances avec, hein, on va pas aller d'un bout à l'autre de l'île, même si ça se fait. Ça se fait pas forcément aussi facilement qu'avec une voiture. Et alors qu'avec la voiture, les Taïwanais vont faire plus de la longue distance, autant que des distances à plusieurs. Ça va être surtout utilisé pour ça, la voiture. C'est peut-être un petit peu moins de manière individuelle qu'en France, par exemple. Ouais. J'ai pas les statistiques là, mais j'imagine de ce que je connais, moi, par exemple, de l'utilisation de la voiture dans ma belle famille. De ce que je sais, c'est qu'ils utilisent la voiture soit pour aller ensemble à plusieurs, 3 à 4 personnes, 2 personnes, à un endroit, parce que c'est plus simple que d'être à deux sur un scooter, ou alors quand il y a des enfants aussi en bas âge, la voiture devient plus évidente en termes d'utilisation. Je connais aussi des gens qui utilisent la voiture personnellement, enfin pour une personne seule quand c'est pour le travail, et peut-être à Taichung ou bien en dehors de Taipei, en tout cas beaucoup plus facilement que dans Taipei. Oui, puis ceux, bien sûr, qui habitent en banlieue, c'est beaucoup plus simple, où ça devient plus rapide de faire de la distance avec l'autoroute que de le faire par les petites routes en scooter. La voiture a pu s'imposer logiquement que le scooter, ou alors par temps de pluie aussi, on voit qu'il y a
souvent plus de voitures. Aussi, oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus vite des embouteillages quand il pleut parce que tout le monde se rappelle que les voitures existent. Oui. Et c'est pas forcément des gens qui les conduisent très régulièrement, donc ça fait encore plus d'embouteillages. Et ça, c'est un autre sujet. Oui, voilà. Mais voilà. Donc merci à Jacques-Augustin Jacques pour cette Augustin pour sa question. question. Et cette fois-ci, nous allons passer à Philippe Marsan avec une autre question sur les CAP, la formation en alternance et ces métiers un peu manuels, avec cette question qui est comment se passe l'apprentissage à Taïwan? Y a-t-il un examen comme un CAP, une formation en alternance? Est-ce qu'il y a un niveau CAP, technicien, BTS? À quel âge peut-on y prétendre? Donc, question intéressante par rapport à ces métiers, hein. Je vous avoue que avant de m'y pencher là pour cette question, je m'étais pas trop intéressé à la question. Est-ce que toi, tu avais déjà eu une expérience ou une idée de comment ça fonctionne à Taïwan? Alors, je sais qu'à partir du lycée et au-delà, il y a des écoles professionnelles, donc il y a moyen d'avoir des formations professionnelles qui soient plus courtes que l'université. Après, j'ai pas trop le détail de comment ça marche, des examens, tout ça. Hmm. Alors, déjà, il faut savoir, par exemple, je vais prendre juste le plombier parce que bon, c'est peut-être le plus courant qu'on imagine dans ce genre de métier. Ça englobe plein d'autres métiers et à Taïwan aussi, hein. Là, c'est juste, je prends un exemple type parce que à Taïwan, c'est un petit peu délié. Il n'y a pas vraiment un corps ou un type de diplôme pour encadrer tous ces métiers-là. C'est un petit peu chaque organisation, chaque type de corps de métier va avoir sa propre formation. Et il y aura aussi à côté aussi une formation plus nationale au niveau gouvernemental, aussi validée. Mais c'est pas forcément celle qui est la plus utilisée dans ce cadre, parce qu'au final, à Taïwan, on est un petit peu moins formel sur ce type de métier. Les gens font leurs preuves en... Même tout ce qui est coiffure ou soins de beauté, par exemple, je pense que beaucoup de personnes apprennent aussi soit avec des personnes toutes proches ou en formation directement en entreprise, mais pas forcément dans une école. J'ai pas l'impression qu'il y ait autant de formations diplômantes demandées, même pour pouvoir exercer en tout cas. Non, effectivement, il y a beaucoup de métiers de ce style pour lesquels c'est pas demandé d'avoir, c'est ça, une attestation de compétences quelconque. Ou si on l'a, c'est mieux et on peut faire peut-être, on peut accéder à un autre type de clientèle aussi. Si c'est par exemple pour au niveau de la plomberie, par exemple, ce qui est bâtiment officiel, par exemple, là, ça sera nécessaire d'avoir obtenu un examen. Hmm. Mais si c'est juste pour le faire chez le voisin ou n'importe qui, là, c'est pas nécessaire. Exactement. Et donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant à Taïwan, c'est de savoir que plombier et électricien sont un métier. Sont souvent une formation en une fois, en fait, qui permettent de pouvoir accéder à ces métiers. Il y a des certificats, donc la formation, en ce qui concerne les formations gouvernementales, c'est 900 heures plus 300 heures. Je crois qu'il y a une partie tronc commun plus une spécialité pour ceux qui veulent se spécialiser dans un domaine peut-être plus que l'autre. Ça fait environ, là, ça fait 1200 heures, ça fait entre 6 mois et 8 mois de formation continue complète. Je suis pas sûr que c'est comme ça que ça fonctionne exactement. J'ai pas regardé le contenu exact des formations, ni le temps qui est consacré chaque semaine à ça. C'est peut-être des formations aussi qui peuvent être offertes en alternance, donc ça peut prendre à peu près un an. Si c'est en alternance par exemple, pour faire ces métiers. Après, vous avez deux statuts principaux. Vous avez le statut apprenti et après le statut technicien qui permet donc de faire ces métiers. Et les salaires sont plutôt raisonnables, hein. On commence en tant qu'apprenti à 35 000 40 000 dollars taïwanais par mois, si on compte par mois, mais en journal, c'est plutôt à la journée, à la mission. Donc c'est un petit peu différent. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait vraiment comme un métier classique. Parce qu'il y a Toujours. beaucoup de journées vides sans Voilà. travail aussi, parfois plusieurs d'affilée, plusieurs semaines sans travail aussi. Et puis, il n'y a pas non plus toutes les assurances, le chômage, les congés. Enfin, oui, on choisit soi-même. Oui, Mais c'est pas le même régime, effectivement. C'est plutôt style freelance, quelque part. c'est un peu comme un freelance, même si là, je parlais vraiment des employés qui sont dans une entreprise déjà un peu plus grande, souvent des entreprises qui sont dépendantes d'un architecte d'intérieur, par exemple, ou ce genre de choses. Des gens qui travaillent sur des chantiers, mais souvent, soit ils sont intérimaires, soit ils sont employés à plein temps quand ils sont déjà un peu plus aguerris.
Et donc, Mais c'est souvent pour une mission, il me semble, plus voilà, là, que... c'est Enfin, plus c'est le très format. rarement à plein temps, de ce que j'ai entendu dire. Oui, oui, c'est ça. Et, donc, voilà, donc, en moyenne, donc, ça peut être pour les apprentis entre 30 et 40 000, et après pour les techniciens qui sont aguerris, la moyenne nationale identifiée est de 700 000 dollars taïwanais par an, ce qui fait à peu près 60 000 dollars taïwanais par mois. À peu près, hein. J'ai pas noté les détails, mais voilà, 60 000 dollars taïwanais, ça fait à peu près 2 000 euros, hein, avec même les taux de conversion qui ont un peu changé ces derniers temps, c'est même un peu moins. C'est vraiment dû à la louche, mais ça vous donne une idée. Voilà, c'est pour donner des idées, mais voilà, j'ai pas fait tous les calculs, désolé pour ça, mais après, bon, là c'est un site, j'ai pris ça sur un site de recrutement, donc il y a beaucoup de chiffres, c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire tous les chiffres un par un, mais bon, voilà, j'ai gardé les chiffres en dollars taïwanais, et puis voilà, vous avez les conversions approximatives. Comme moi je m'étais intéressé plus au côté ouvrier, technicien, électricien et plombier, il y a une autre profession qui est un peu dans cette catégorie, mais qui est quand même une formation à part. Tu sais c'est quoi? Celle à laquelle je pensais tout à l'heure, c'était ébéniste? Non, non, non. Non. Là, c'est totalement différent parce que c'est vraiment un autre corps de métier. Mais dans le même corps de métier, avec la même formation, dans les mêmes certificats de formation, qu'est-ce qui est similaire, mais qui est quand même une spécialisation particulière. Je sais pas. Les ouvriers de climatisation. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. On pourrait les inclure mais ça reste quand même quelque chose de particulier avec une formation particulière et eux sont vraiment encore à côté, mais c'est quelque chose de. C'est pas les mêmes personnes qui vont installer la clim que ceux qui vont faire tout le Voilà. réseau. Alors ça peut être les mêmes personnes, mais il faut un certificat particulier pour pouvoir, en tout cas pour certaines missions, comme tu disais tout à l'heure, par exemple dans le public ou pour des gros travaux, des grosses missions, l'installation de clim pour un nouvel immeuble ou ce genre de choses. Là, ça va être vraiment des certificats requis. Et et là, dans ce cas-là, pour les climatisations, il faut avoir une formation spéciale. Voilà, qui est aussi d'environ 300 heures en plus de la formation initiale de plombier électricien. Après, en termes d'emploi, ces métiers-là sont aussi recherchés à Taïwan. Beaucoup de gens ont besoin de ces métiers et tout le monde ne prise pas forcément en premier ce type de métier. Donc, à Taipei, par exemple, c'est très prisé et certains offrent déjà des salaires beaucoup plus élevés pour ce type de métier que les bases comment dire, convenues en général à Taïwan. Et par exemple, à Taipei, on peut avoir directement des salaires, c'est plus des salaires à la journée, des salaires qui peuvent atteindre déjà 3 000 dollars taïwanais, alors que la convention est plus autour des 1 500. Voilà, donc pour donner aussi un petit peu, voilà, presque le double peut être fait à Taipei pour certains chantiers et certaines missions. Oui, c'est pareil. Si on veut la qualité, si on veut que ce soit fait rapidement et tout ça, il faut souvent payer un peu plus cher aussi parce s'il y a beaucoup de demandes et peu de personnes qui sont disponibles pour le faire, forcément. Exactement, voilà. Ouais. Donc voilà pour à peu près la situation au niveau des. Alors je me suis vraiment spécifié parce que c'est comme on disait, on pourrait en faire toute une émission si on voulait pour chaque corps de métier parce que c'est vraiment un peu au cas par cas. Chaque association, chaque fédération de corps de métier Dans a chaque sa façon de région aussi, fonctionner. c'est Voilà. probablement différent. Si c'est à Hualien ou bien à Taipei, ça sera complètement différent. Exactement. Donc voilà, c'était juste pour donner un peu un aperçu de comment ça fonctionne. Et donc merci à Philippe Marsan pour cette question. Voilà, et puis on va peut-être conclure avec une autre question de Jacques Augustin, une question d'actualité puisqu'il nous parlait du Festival de Cannes et il nous demandait si le cinéma taïwanais y sera représenté et en compétition officielle avec des films. Alors, je sais, moi, pour la compétition non officielle, puisque je sais qu'il y a déjà au moins un film dans le Festival de Cannes immersif. Il y aura un film taïwanais qui va être dans la compétition, qui a déjà remporté un prix lors du concours du festival à New Images? New Images, ouais, c'est ça. Ouais. J'étais pas sûr du nom, mais ouais, donc ce même film va être représenté aussi au Festival de Cannes. Peut-être que tu vas pouvoir nous donner d'autres informations là-dessus. Alors effectivement, il n'y a aucun film taïwanais cette année dans la compétition officielle.
Par contre, il y a 5 projets de cinéastes taïwanais qui sont présentés au marché international du film du Festival de Cannes. Et donc là, c'est effectivement une promotion des films taïwanais pour lesquels le Taïwan paye, en fait. Mhm. Et tous les films qui sont présentés là le sont en ayant acheté sa place. Et en fait, c'est le Festival du film du Cheval d'Or de Taipei, le Golden Horse, qui a annoncé en fait soutenir plusieurs cinéastes taïwanais qui ont gagné des prix à Taïwan pour aller les présenter à l'étranger. Et donc, il y aura 5 films qui seront là-bas. Donc, j'ai les titres en anglais. Je ne pense pas qu'ils aient forcément des titres déjà traduits en français. Mhm. Mais donc, il y a The Chronicles of Libidoists, pour D'accord. Lang Nan-nu, réalisé par Yang Yache. Il y a Dead Talents Society, Guizai Zhidao de John Xu. Il y a Kung Fu, donc Kung Fu de Gideon Sko. A Foggy Tale, Ta Mong de Chen Yuxun. Et puis Daughter's Daughter, Nuer de Nuer, co-réalisé par Huang Xi et par Sylvia Chang. Donc voilà la sélection qui présente des films de genres très variés en fait, avec à la fois épopée, romance, comédie, fantasy, qui ont gagné des prix à Taïwan et qui seront présents en France pour ce festival de Cannes. Et donc pour la partie immersive, si jamais vous vous intéressez au film qui est présenté à ce festival, il s'agit de Traversing the Mist de Cho Dong-yen. Et l'histoire, c'est soit 60 minutes en non immersif, soit 30 minutes en immersif, en réalité virtuelle. Et cela parle, le sujet, ça parle en fait vous vous retrouvez en fait dans un sauna gay. Et vous vous retrouvez à personnifier le corps d'un jeune Taïwanais. Ça s'appelle de la réalité étendue, Mhm. XR. Je ne sais pas trop ce que ça représente exactement, ou quelle différence il y a avec la réalité virtuelle et la réalité étendue. Alors, réalité étendue, c'est que ça prend des éléments du monde réel, en fait. Alors que la réalité virtuelle, c'est totalement dans un monde complètement virtuel créé numériquement. D'accord. Mm. Donc c'est au niveau des images qu'on voit Voilà. qu'il y a aussi certaines images qui sont vraiment capturées. Voilà, ça peut être Et des ensuite images, ça peut être modifiées. aussi... En fait, ça dépend des sens, en fait. Vous pouvez aussi évoluer dans une salle avec des éléments, par exemple, au toucher, qu'on peut retrouver dans la réalité virtuelle, dans un casque. Ça dépend vraiment. La réalité étendue, c'est vraiment pour dire qu'on utilise vraiment tous les moyens possibles pour améliorer l'expérience virtuelle en général. Donc on se retrouvera peut-être dans un sauna. Voilà, mais au moins, enfin, peut-être que par exemple dans le sauna, il y aura une statue ou un robinet et on peut le retrouver en fait en réel au toucher, alors qu'on arrive virtuellement devant l'objet ou ce genre de choses. Ça peut être aussi ça, la réalité étendue. Il y a aussi, dans la réalité étendue, il y a aussi la réalité augmentée, etc. Voilà, il y a tout ça. La réalité étendue, ça englobe toutes les autres réalités virtuelles qui existent, toutes les autres modes de réalité virtuelle en fait. D'accord. Donc c'est quelque chose à expérimenter si vous avez envie de vous retrouver dans la peau d'un jeune Taïwanais dans un sauna gay. Voilà. Par curiosité, juste pour quelques minutes, hein, vous inquiétez pas, c'est pas permanent. Voilà, mais bon, c'est une expérience, ça peut permettre de comprendre aussi comment on le ressent, peut-être au regard des gens, etc. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ouais, de se mettre un petit peu dans la peau de l'autre. Exactement. Voilà, donc c'était le courrier des auditeurs. Merci à Jacques-Augustin pour cette deuxième question. Puis on vous dit à bientôt pour un nouveau courrier des auditeurs sur Radio Taïwan International. C'était Florian Dai. Et Valentin Floquet. Bonne suite d'écoute sur nos ondes.